Salut Olivia. Bonjour. Donc, comme je disais en intro, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur ce live. Ouais, moi Euh, aussi. à un moment donné, j'avais posé la question des céramistes qui voulaient que j'interviewe et tout, ça c'était au mois de septembre. Et il y avait pas mal de céramistes qui m'avaient donné ton nom. Donc, Oh, quel honneur. tout le C'est monde sympa. est content de te voir et de t'entendre aujourd'hui. Bon, bah, merci de me donner la parole. C'est super. En plus, oui, c'est des gens qui s'y connaissent. Ton auditoire, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est Donc, ça. En tout cas, tu aimes la céramique, dans voilà. tous les cas. On peut être un peu précis, quoi. Ouais. Alors, attends, Téléphone je fixe. reviens. Donc, avant de commencer, je voulais déjà que tu te présentes, que tu nous parles de toi. Tu as un parcours qui a été assez varié. Tu as commencé dans le design et tu en es arrivé à la céramique. Qu'est-ce qui t'a amené à la céramique? Comment est-ce que tu t'es aussi formé là-dedans? Ouais. Alors, effectivement, en mode. Déjà, j'ai fait des études d'art. Ensuite, je suis devenue designer de chaussures et de sacs. Et toute ma vie, j'ai été dans des maisons de mode, en fait, où je designais des collections. Voilà, je dessinais les chaussures et les sacs. Puis j'allais dans les usines les faire développer en Italie, au Portugal, en Espagne. Et j'adorais être dans les ateliers. Moi, ce qui m'intéressait dans la mode, c'était vraiment l'atelier, plus que. Bon, j'adorais les défilés pour le côté festif, mais tout le reste, la vie de bureau et tout, ça m'a jamais tellement passionnée. Euh, et puis, je suis partie vivre à Los Angeles il y a 8 ans. Et j'ai continué dans la mode parce que voilà, j'en avais un peu marre, mais je continuais quand même dans la mode. Et j'allais plus dans les usines parce que c'était trop loin. Et j'étais en manque de la partie atelier. J'étais vraiment en frustration totale. Donc j'ai commencé à prendre des cours de céramique un peu de façon random, des cours du soir de grand-mère dans mon quartier. Alors j'habitais à Venice Beach, donc tout de suite ça fait un peu rêver. Il y avait que des mémés. Mais ouais, c'est cool, je parlais anglais, je découvrais un nouveau médium et j'ai commencé en me disant bah, je suis pas sûre que ça me plaise et en fait je suis devenue folle parce que cette pratique elle regroupait ce que j'adorais dans l'atelier de design, c'est-à-dire je dessinais mais je fabriquais tout moi-même dans un lieu qui est un seul lieu, il n'y avait pas besoin de 15 000 sous-traitants, je pouvais le faire moi-même et en fait, on arrive à faire des produits manufacturés, cuits dans un four, qui sont beaux, avec très peu de moyens, pas grand-chose en fait. Par un peu de technique, mais il n'y a pas besoin un formier, un talonnier, un fournisseur de cuir, un tanneur. Donc pour moi, c'était une pratique créative très simple et très directe. J'ai adoré ça tout de suite. Bon, après, j'ai toujours été entre l'art appliqué, l'art, donc j'aimais bien ce truc-là aussi. Et donc, je suis tombée dedans comme ça à Los Angeles en arrivant là-bas. Donc, au final, c'est quand même assez récent. Ton arrivée dans la céramique est assez Ouais. récente. Bah Bah, oui, parce que j'ai touché la terre pour la première fois, c'était il y a du coup 8 ans hein, ou 7 ans. Avant, j'ai fait des études d'art, il y avait des studios de céramique, je n'ai jamais mis un pied. J'ai fait un lycée d'art appliqué où il y avait un DMA et un CAP de céramique, je ne suis jamais allée. Donc ça m'intéressait pas. Enfin, je sais pas, j'avais pas compris le truc. Et là, j'ai appris aussi aux États-Unis, donc avec une autre dynamique pédagogique et une autre genre d'équipe d'apprentissage, on va dire. Et ouais, j'ai flashé sur le truc. et Peut-être donc, c'était l'âge aussi, et ouais, peut-être. la mode, je sais pas. En tout cas, c'était le bon moment, quoi. Ouais, Tout s'est calé. Donc justement là, tu tends une perche, c'est-à-dire que donc là, tu étais aux États-Unis, tu t'es lancé dans la céramique. Pour toi, quel a été l'atout, quelle est la façon d'enseigner aux États-Unis la céramique? ouais. Alors, je connais pas en France du coup parce que j'ai Oui. appris là-bas, mais je pense que c'est plus un concept de pédagogie globale et d'apprendre, enfin de comment eux, les anglo-saxons apprennent, même dans les écoles et tout. Il y a un truc de faire confiance aux gens, de leur donner confiance, de pas les rabaisser, de pas leur dire tu n'y arriveras jamais, il faut tourner 100 fois ce bol pour le tourner bien. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est vas-y, you can do it et tout. Moi, je suis arrivée à ce cours, j'y connaissais rien. Je leur ai dit, je veux faire des tabourets. Elles m'ont dit, mais t'as jamais tourné? J'ai dit, bah non. Du coup, alors, tu vas y arriver, mais ça va avoir un peu de temps parce qu'un tabouret, c'est grand. Et en fait, il y avait une espèce de soutien moral, en fait, positif, très, très, très positif. Aussi, c'est en Californie, donc c'est connu.
une espèce de positivité que nous, les Français, on trouve crétin, mais que moi, j'adore. Qui porte vers le haut. C'était genre you can do it, you can do it. Évidemment, au début, on n'y arrive pas, mais on finit par y arriver. Un jour, je l'ai fait, mon tabouret. Donc voilà. Oui, je pense que moi, qui suis pas dans la théorie et tout, je pense que j'aurais mieux réussi mes études aux États-Unis qu'en France en général. Mais je le savais pas avant d'avoir vécu à 30 ans là-bas. Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est d'autres valeurs et une autre façon de Ouais. voir aussi les choses et la vie, Mm. quoi. Oui. Après, il y a des points positifs dans les deux cas. Nous, on a une histoire incroyable de l'artisanat, de plein de choses en France. Enfin, moi, je suis aussi rentrée en France après, par la suite, pour travailler avec des artisans français parce qu'il y a un niveau d'exigence. On a les compagnons du devoir qui tiennent la barre très haute. Alors, je crois pas qu'il y ait céramique, mais il y a tellement d'autres branches de l'artisanat. Et puis, on a une histoire qui est plus ancienne. Donc, là, pour le coup, c'est plus sympa d'être en France. Mais pour apprendre et se faire confiance, en fait, c'est bien. Et quand on change de métier, qu'on va dans un truc rien à voir. Et moi, je faisais vraiment ça pour m'amuser au début. Hein, je m'en foutais. Je voulais vraiment faire mes tabourets et réaliser mes rêves. Donc, j'étais pas dans une pression scolaire, en fait, non plus. Donc, c'est assez différent, je pense. Comme, Ouais, mm, oui, ça t'a laissé les portes ouvertes. mm. Donc tu disais que toi, tu avais en fait ce processus où tu aimais bien dessiner tes pièces. Alors aujourd'hui tes pièces, mais tu as toujours aimé dessiner et ensuite réaliser. Quel est ton processus de création? Quel est Bah son alors, pour comme je imaginer? viens du Ouais. design, donc de l'art appliqué, j'ai toujours dessiné des objets fonctionnels et avec des grandes équipes autour de moi parce que j'ai travaillé chez Lanvin, chez Sonia Rykiel, chez Carvel. Donc c'est pas moi dans mon coin qui faisais des chaussures. Je montrais les dessins, c'était validé ou pas. Je faisais des centaines de dessins et ensuite on les faisait. Donc pour moi, j'ai gardé ce processus où je fais mes boards d'inspiration ou mes boards de dessin personnel et ensuite je choisis dans un flot de 100 dessins ce que je vais réaliser. Pour moi, le dessin, je dessine très 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 vite. C'est mon moyen. Je parle mieux, enfin, je dessine mieux que ce que je ne parle. C'est mon premier moyen d'expression. Donc en fait, j'ai besoin de faire des recherches sur le papier pour me dire tiens ça c'est bien, on va essayer de le faire en terre après ou en pierre parce que je fais pas que de la céramique, mais la céramique, c'est vraiment mon médium de base. Mais là, on fait des travertins, des bas-reliefs en travertin dans d'autres matériaux. Mais malgré tout, le dessin, ça reste vraiment mon brainstorming à moi-même, quoi. Pour voir si ça vaut le coup de le faire. Est-ce que c'est beau? Est-ce que je l'aime? Est-ce que les proportions sont bonnes? Et une fois que j'ai le dessin qui est OK, là, j'essaye de le faire en 3D. Et D'accord. Et c'est un donc autre problème. là, et donc en fait, tous ces dessins, donc là, tu les déclines, comme tu disais, tu déclines et tu n'hésites pas à décliner en fait la même Oui. base sur de nombreuses variations. Ça, il y a beaucoup de personnes et même des élèves que je suis en fait qui osent Ah pas oui. dessiner ou faire ces variations et qui osent pas en fait se lancer dans ces dessins techniques. Toi, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es formé là-dessus? Moi, j'avais pas le choix dans ma carrière parce que j'ai eu des gens très exigeants qui me demandaient des centaines de dessins de chaussures et c'était presque automatique. Il fallait dessiner, dessiner, dessiner pour qu'eux puissent choisir. Moi, je faisais pas ce métier de sélection dans la mode. Il y avait quelqu'un au-dessus de moi, il y avait un directeur artistique, Albert Elbaz, Guillaume Henry, tout ça, Jean-Charles de Castelbajac. Là, c'est moi-même que je dois convaincre, mais pour moi, c'est le même processus. Des fois, je prends le premier dessin et c'est le meilleur, mais j'ai besoin d'expérimenter d'autres proportions pour être sûr que c'est le bon enfin ouais, parce que une fois qu'on est dans la terre et qu'on est dans le matériel, dans le matériau, en fait, on perd vite pied de ce qu'on a envie de faire. Le dessin que j'ai choisi, ça va être mon guide, donc il faut qu'il soit bien. Et après, en plus, moi maintenant, j'ai des équipes, donc c'est vraiment très très important le dessin. Dans la mode, je faisais beaucoup de fiches techniques pour envoyer en Italie et tout. Là, c'est plus succinct parce que c'est juste là, je suis à côté, mais je mets quand même des dimensions, des mesures, quel tube, quel machin et tout. Parce que c'est aussi un outil de communication, que ce soit dans mon atelier ou dans tous les ateliers avec qui je travaille à l'extérieur. Parce on a plein d'ateliers. Enfin, on travaille donc la pierre, la lave, le bois. Même un électricien, il faut que je lui dise où est-ce qu'il met les opalines et tout. Donc tout ça, ça passe vraiment par le dessin. Ouais. Voilà. Oui, le dessin est la base. Et Mm. ensuite, à partir de là, tu déclines et tu restes sur la même base que ce que tu as Bah, choisi.
fait, c'est comme si je couchais ce que j'ai mon cerveau quelque part pour pouvoir m'en servir. Donc, par exemple, dans la mode, je reviens sur la mode, mais il y a des gens qui dessinent pas et qui font tout de suite des maquettes en 3D. Et il y a d'autres directeurs artistiques qui dessinent beaucoup. Moi, je suis de cette veine de gens qui dessinent. C'est parce que c'est mon. Il y en a qui racontent. Moi, les mots, pour moi, ça marche pas. Mais j'ai des amis qui racontent des trucs et l'équipe après peut créer autour de ça. Chacun son mode d'expression. Pour moi, le dessin, c'est le plus simple et c'est le plus simple pour communiquer, mettre des dimensions et tout. C'est quand même le plus basique. Même je vois en architecture, il faut un plan pour faire une architecture. Donc, à la base, ça marche bien quand même. Ok. Tu disais que toi, donc, tu t'es lancé dans la céramique dans l'idée de te lancer dans la réalisation de tabourets. Donc aujourd'hui, tu fais des bas-reliefs, tu fais des totems, tu fais des lampes, mais tu t'es jamais mis à l'utilitaire, à l'art de la table. Est-ce que dès le début, ça a été une volonté? Alors, en fait, je n'ai pas fait de la céramique pour faire. Déjà, je cuisine comme un pied. Je suis une catastrophe en cuisine. Donc, ça m'est même pas venu à l'esprit. J'adore aller au resto, mais franchement, j'étais plus frustrée d'appliques moches pour ma maison ou de lustres que j'aimais pas ou de. C'est plus la déco qui me drive que le culinaire. Et du coup, j'ai jamais fait du tout de vaisselle. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Et même encore, j'ai fait une collab pour un Matches Fashion, qui est un site où on a fait juste une petite capsule, mais j'aime pas les séries non plus. Parce qu'en fait, tout de suite, si on fait de la vaisselle, c'est quand même un peu de la série. Et ce que j'aime dans la céramique, c'est que je me suis éloignée de façon, ouais, intrinsèque de l'industrialisation, ce que j'avais dans la mode. Dans la mode, je faisais des chaussures, fallait faire des prods de 5000 paires après, des trucs comme ça. Donc, il fallait que ce soit déclinable en taille, machin, et que ça ait une prise de tête industrielle quand même. Alors que là, c'est vraiment la créativité, la création qui prime, et il n'y a pas de problème de reproduction et de série. Et ça me plaît beaucoup. J'ai la chance d'avoir pu le faire parce qu'on m'a proposé au début de faire des séries de plein de petits trucs. Mais comme je gagnais ma vie dans la mode, j'avais pas besoin de ça pour vivre, donc je disais non. Et du coup, je l'ai jamais fait. Mais même des séries de base, tous pareils, en fait, j'ai pas envie parce que pour moi, je suis entre l'art et le design. Ça, c'est super important dans ma vision de ma société. Je suis à la brèche entre art et design et c'est vraiment mon leitmotiv tous les matins. Je veux pas faire 50 pièces de la même lampe et tout. Je propose des appliques toutes un peu différentes dans le même style. On n'a aucun moule dans l'atelier. On fait tout à main levée. C'est sculpté dans l'air, je dis. Mais voilà, pas du tout de série. Ouais, t'as pas envie. Oh, mais c'est très bien. Mm. Donc tu dis ouais, que tu n'utilises pas de moule, pas de série. Vous, qu'est-ce que toi tu as utilisé au départ et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez dans votre atelier pour réaliser Mm. toutes ces pièces? Alors moi, j'ai commencé au tour parce que c'était le cours du soir et j'ai trouvé ça super et j'aimais bien le challenge de faire des grosses pièces au tour parce qu'il y a un peu de physique là où dans la mode, j'étais derrière mon bureau, j'avais un peu besoin de me défouler aussi. Et je suis assez physique, moi, j'ai toujours fait de la danse, du snowboard et tout, donc je trouvais ça assez bien de lier l'artistique, le physique et ouais, je sais pas, un peu l'artisanat, tout quoi. Donc au début, j'étais à fond dans le tour et puis au bout d'un moment, quand j'ai réussi à sortir mes grosses pièces et que j'étais fière de moi, je me suis dit mais la forme, elle est toujours ronde quoi, c'est un peu chiant parce que dans mes dessins, c'est pas toujours rond. Et donc j'ai commencé à faire des workshops avec des artistes que j'adorais à Los Angeles qui utilisaient la plaque. Mais franchement, j'avais un peu fait des petits trucs, mais j'avais pas pensé qu'on pouvait faire des trucs énormes avec des plaques, des slabs. Et en fait, quand j'ai compris ça, ma vie a changé. Parce que la plaque, on peut aller très très grand, très très vite. Euh, et c'est comme un patronage de sac ou de chaussures pour le coup. Hein, c'est une plaque qu'on va modeler et qu'on va pas, enfin comme un patronage. Donc c'était très proche de ma pratique aussi. Donc c'était vachement simple pour moi de m'approprier cette technique de la plaque avec une croûteuse et de travailler avec ça. Oui, tu arrives Donc aussi à concevoir les moules assez facilement, enfin les patrons plutôt assez facilement, donc ouais, c'est assez logique. oui, bah oui parce que comme dans la maroquinerie, bah c'est pas plutôt derrière la maroquinerie que la chaussure parce que la chaussure on vient plaquer un cuir sur une forme en résine, alors que le sac on construit d'une peau plate une structure en 3D. Donc en fait c'est la même chose. À partir de la plaque de terre plate, il faut arriver à faire un truc en 3D.
J'ai d'ailleurs déjà fait des sacs pour une boîte de mode pour laquelle je travaillais en terre, mais je l'ai fait en 5 minutes parce que je l'avais construit en cuir avant. Donc c'était les mêmes côtes, les mêmes dimensions, les mêmes, bon, c'est pas les mêmes assemblages, il n'y a pas de couture, mais c'est pareil, quoi. Donc plaques. Et nous, on travaille des plaques sèches parce qu'on fait des grosses pièces, donc on les laisse un peu sécher et après avec de ça, on, on façonne sur des tubes, des sphères, tout ce qui traîne. On façonne d'autres formes qu'on va faire après en 3D. Ok, quand tu dis plaques sèches, c'est quand même des plaques qui sont à texture cuir, que tu as laissé durcir un petit Oui, peu, ouais, mais qui sont malléables encore. elles sont encore malléables. Mais quand ça sort de la croûteuse, je peux pas m'en servir, c'est trop bon. Pour monter, après ça tombe. C'est ce que j'aimais pas dans le tour, c'est qu'il y a une limite sur la hauteur parce que la terre elle est trempée. Enfin, elle est humide quoi. Je tournais assez sec, mais quand même il y a un truc de qu'on peut pas où il faut attendre, où il Oui, faut il faut deux avoir tours. plusieurs tours. Ouais. Et alors que la plaque tout de suite je peux monter 1 mètre de haut sans avoir deux tours. Il y a encore moins de matos, donc c'est assez incroyable. Ok. Oui, des fois il y a des gros tubes de plombier. On a acheté cette semaine un tube qui fait 3 mètres de haut là. Il est magnifique. Pour nous aider à monter les pièces en hauteur, juste les rouler, quoi, pour les Ah mettre ouais, bah super. à la verticale. Ouais. Oui, il Donc, y a plein ouais, d'astuces comme ça après, oui, qui découlent en fait les ouais. contraintes des grosses pièces, tout comme après même la terre que vous utilisez. Je pense que pour des grosses pièces, tu Mm. ne peux pas utiliser n'importe quelle terre. Non. Bah oui, bah, du coup, on utilise évidemment une terre chamottée. Donc, par exemple, à Los Angeles, je travaillais avec Laguna Clay, qui est une énorme usine de terre qui fournit tous les États-Unis. Et la chamotte, ils n'utilisent pas tellement. Donc, je devais faire ma terre sur mesure où je devais rajouter le sable là-bas et tout. Donc, c'est chiant. Alors qu'en France, il y a plein d'options. Alors, je travaille que le grès, moi. En France, il y a plein d'options de grès déjà chamottées. On en a choisi une que j'adore. On travaille toujours avec la même maintenant parce qu'on sait comment elle réagit. Et les bas-reliefs, c'est très, très chiant. Euh, Parce qu'il faut Ah, que ça reste pourquoi? très, très plat. Ah oui, oui. Bah, il faut que ça reste très plat. Il faut pas que ça vrille au séchage. Et en plus, on fait des formes où il y a beaucoup de tension sur le dessus, donc il faut une terre qui l'accepte. Elle l'accepte pas toute. Donc on a trouvé notre terre fétiche, on l'adore tous dans l'atelier, super. Je crois que c'est 0,2 la chamotte ou 0,5, je sais plus. Ouais, c'est Ouais, bon. très bien. Mm. Et donc, toi, alors, on a une petite question. Quelqu'un qui dit, tu dis tout le temps on. Combien est-ce que vous êtes à l'atelier? Comment ça Mm. fonctionne? Je dis on parce que c'est mon nom sur la porte et c'est Olivia Cognier, mais en fait j'ai 6 collaborateurs parce que les pièces elles sont très grandes et qu'on a beaucoup de commandes aussi, donc c'est plutôt un good problem to have. Mais à Los Angeles, depuis que j'ai vraiment commencé à travailler, on est deux, juste pour porter les pièces. En fait, il n'y a pas le choix. On fait des pièces d'1 mètre. Nos modules, ils font 1 mètre par 1 mètre. Je peux pas les porter toute seule, ça casse sinon. Donc on est souvent à deux et ouais, faut savoir les porter. Et quand c'est juste avant la cuisson, c'est très très galère. Ben, Donc là, c'est clair, c'est tout fragile. mm. Là, il faut, Bon, alors faut j'ai la faire chance attention. d'avoir un four à chariot maintenant, Ah, donc super. il y a beaucoup de pièces que j'enfourne avant qu'elles sèchent pour qu'elles gardent leur élasticité et qu'elles sèchent dans le four. Donc ça, c'est vraiment pratique. Avant, j'avais pas ça, ça m'a changé la vie. Mais ouais, souvent, on doit être plus. Des fois, on est trois à porter un lustre qui fait 1 mètre. On fait des espèces de lustres en escargot, labyrinthe géant, et il faut le porter du bout des doigts. Il faut être quatre, quoi. Donc voilà, on est une équipe. Après, oui, dis-moi. Justement, ouais, j'avais vu ces lustres qui sont impressionnants. Et je me suis dit, même quand tu réfléchis ton lustre, tu dois aussi réfléchir en fait tout ce système de maintien Mm. pour. J'en ai cassé plein hein, avant qu'il soit bien. Ouais, il faut casser pour comprendre un peu. Mais ouais, il y a les lustres. En fait, comme il y a des espèces d'ailerettes un peu en déport, au début, à la cuisson, ça tombait et ça arrachait les pans. Donc j'ai compris où est-ce qu'il fallait mettre des renforts. C'est un peu des mini-architectures, la céramique, de toute façon. Enfin, en tout cas, quand on fait des grandes échelles, faut comprendre où ça tire, faut comprendre où il y a des tensions, faut comprendre la cuisson, comment ça s'affaisse. Parce qu'on cuit quand même à 1200. Nous, on cuit à 1200 parce qu'au-dessus, ça jaunit trop la terre. Mais du coup, ouais, il faut comprendre comment ça va bouger. Donc, voilà, faut casser un peu. On a encore une question. Toutes les pièces sont en plusieurs morceaux, vu la taille, non? Est-ce que tu fais des montages particuliers après cuisson?
Alors, pas toutes les pièces. En fait, les bas-reliefs, oui, parce qu'on peut aller. Là, on fait un bas-relief en ce moment qui fait 5 mètres. Donc, oui, c'est en éléments qui sont calés sur la taille de mon four, hein, parce que il y a toujours ce problème de four qui est insupportable dans la céramique parce qu'il est jamais assez grand. Mais, mais j'ai fait des fauteuils d'une pièce où on pouvait s'asseoir ils sont pas, non, pas tout. Les lustres, c'est en une pièce. Après, on a une taille qui est notre taille de four. La largeur, c'est 80 centimètres mon four, donc je peux pas aller plus loin. Ils font 80 par 1 mètre, 1 mètre 10. Mais voilà, moi, mon problème dans ma vie, c'est toujours le four qui est pas assez grand. Le prochain sera plus grand, mais on peut faire des très, très, très grandes pièces. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir la possibilité de les poser depuis les toucher, en fait. Ouais. Quand elles sont encore un peu stretch, de pouvoir les déplacer dans le four et depuis les toucher, c'est ça la solution pour pas casser. Ça marche, on n'est pas toujours capable de faire ça. Moi, à Los Angeles, j'avais un petit four de 200 litres. Je mettais tout dans ma Jeep pour aller cuire les bas-reliefs à l'autre bout de la ville. J'ai cassé des millions de trucs, mais bon, faut savoir aussi réparer quand c'est pas du culinaire. Moi, c'est de l'art plastique que je fais. Je répare pas mal aussi. Et ça se voit pas à la fin, si c'est bien fait. Tu t'arrives à réparer, tu répares après les différentes cuissons ou Ouais, tu t'arrives à réparer toi entre cuissons? entre cuisson, évidemment. Enfin, moi, je fais comme c'est pas émaillé, je fais une seule mono-cuisson. Donc, voilà, les trois quarts du temps. Je répare avant la cuisson. Même dans le four, là, j'ai réparé des pièces dans le chariot parce qu'on les a déplacées, qu'elles ont pété. Mais après cuisson, il faut savoir réparer aussi. Les vieux de Valoris, ils m'ont appris ça. Parce que du coup, je suis restée à Los Angeles où j'ai appris la céramique et après, j'ai fait des résidences de céramique à Valoris pour un peu lier l'anglais et le français parce que j'avais appris aux US et c'était en Fahrenheit, c'était des termes techniques que je comprenais pas tellement. Donc, j'ai fait des résidences ici avec tous les vieux de la vieille qui connaissaient Capron, Picasso, Derval, incroyables, qui sont encore là, ils sont géniaux. Ouais, c'est des mines d'informations, hein, des mines. Ouais, Il n'y a pas ouais. beaucoup non plus de livres de céramique comme ça, donc c'est clair que quand tu peux t'enrichir de ces personnes-là, c'est fabuleux. Ouais, et puis ils partagent, ils sont contents qu'il y ait une nouvelle génération qui revienne à la charge et tout. C'est touchant parce qu'il y a eu un moment de vide quand même intense, surtout à Valoris, je sais pas dans les autres villages, mais ça a été la cata. Et du coup, ils voient que ça reprenne et ils sont super touchés, donc ouais, ils sont d'une grande aide. Ouais. Et c'était pas mal. Tu verras, il y avait un livre de Flora Bajard là-dessus Ah oui? qui avait établi un peu le fonctionnement de la céramique quand tu as l'apogée, la redescente et maintenant le retour vers la céramique. C'est assez Ouais. intéressant. Je pense que c'est la vie des céramistes à retrouver. Je Là, je mettrai le regarde, livre. ouais. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. En 1920, il y a eu la même chose ici avec ils faisaient les poêlons, là, les pignattes, et que ça s'est complètement arrêté. Et puis c'est Picasso qui a relancé. Donc c'est une ville qu'elle a, je pense, un peu enfin, toutes les villes de céramique qui ont des hauts et des bas tout le temps, parce qu'il y a des tendances. Ouais. Donc voilà. Euh, Tu cuis en monocuisson, tu as délaissé, comme tu disais, les émaux. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça a été direct une évidence pour toi? Et comment tu fais, toi, pour avoir un rendu qui soit qualitatif et tu vois, et assez bien Ouais. fini avec une monocuisson? Alors je fais un tout petit peu d'émo encore sur les petites pièces, mais en fait c'est un choix esthétique pour moi de pas faire des émaux parce que euh, il y a un gros travail sculptural sur mes pièces où en fait je viens gratter la terre ou pas pour faire ressortir les formes, pour faire ressortir les ombres et la lumière en général. Et en fait, je trouve que dès qu'on met un émail dessus, ça fait comme un vernis à ongles. Ça cache, ça couche tout. Que ce soit brillant, mat, transparent ou pas, franchement, je trouve que ça cache ce travail, qui est un gros travail de ma part, hein, parce que il n'y a pas que l'assemblage. Après, il y a tout le grattage de chaque pièce qui est fait limite au cure-dent. Enfin, il y a des outils, C'est mais des finitions énormes. voilà, c'est beaucoup de finition et je veux que ça se voit, je veux qu'on voit le travail de la main parce que c'est comme un dessin en 3D et pour moi c'est important de garder ce truc dessiné comme c'est vraiment ce qui me fait avancer dans la vie, je veux que ça se voit et d'ailleurs toutes les autres bas-reliefs qu'on a fait là on fait en bois, c'est du bois qui est naturel, qui est pas peint où je veux voir les veines et tout, c'est pareil, moi je veux voir la terre, je veux voir les veines du travertin, du bois, c'est hyper important de voir le matériau parce que moi, c'est ça qui m'inspire en fait. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi chez moi, c'est que c'est brut.
Alors, on lisse beaucoup les pièces, mais elles sont chamottées. Et après, on revient gratter pour faire ressortir les angles. Voilà. Ouais, c'est sharp. Les finitions, elles sont sharp, mais c'est pas émaillé du coup. Et alors aussi, j'ai eu un énorme problème dans ma vie de céramiste. C'est qu'aux États-Unis, bon déjà, je suis méga dyslexique, donc formuler des émaux, j'ai fait plein de workshops, j'ai appris à le faire de zéro, parce que j'avais des idées très précises et que le grès, j'aimais pas, je trouvais ça tout fade et tout, ça me touchait pas trop. J'ai fait des workshops, j'ai réussi enfin à développer des émaux comme sculpturaux parce que c'était très texturé comme des amanicumouches ou des craquelures géantes. Donc ça m'intéressait beaucoup. Je m'étais fait un panel d'émaillage comme ça, un bleu de clin trop beau et tout. Et quand je suis rentrée vivre en France, donc il y a 2 ans, avec mes petits seaux, les mêmes émaux dedans, ça marchait pas sur la terre en France. Et en fait, j'ai refait des essais avec les composants d'ici et tout, et ça marchait pas. J'ai perdu tellement de temps. Et en fait, la terre en France, elle n'est pas calcinée, alors que là-bas, elle est calcinée, donc ça marchait, ça réagissait pas pareil. Et j'ai mis des mois à le comprendre. Et en fait, j'avais des commandes de ces pièces-là, j'étais en retard et tout, donc je l'ai enlevé de mon portfolio parce que j'arrivais pas à le refaire. Et du coup, ça n'existe plus chez moi. Je serais contente. Mais c'est vrai qu'entre la France et les États-Unis, il y a vraiment pas mal de différences. Moi, je bosse avec Glazy, qui est la source Ah bah voilà, qui est vraiment j'adore. utilisée aux US. Et moi, en France, et rien que par rapport au rutile français et le rutile aux US, et ben en fait, c'est pas du tout la même composition. Donc Ah en ouais. fait, il y a plein de fois où tu te bases en fait, où tu fais pas attention à ce qui est mis, tu vois, dans une recette, et où oui, et où après tu cherches pendant des mois la Ah différence ouais. et la cause de la Mm. variation. Et le truc, c'est que, en vrai, j'aimerais bien avoir le temps de faire cette expérimentation-là plus en profondeur et tout. Mais j'ai trop de commandes et en même temps, je trouve ça plus beau sans. Donc en fait, je me force plus trop à aller vers là. Par contre, là, on a fait dans un autre registre, on a fait un bas-relief en lave émaillé, donc qui a une autre base. Et là, je me suis éclatée parce que je travaille avec un monsieur qui s'appelle Versace, William Versace, qui a un puits de savoir sur les émaux. Et je lui ai dit, je veux ça. On a fait plein d'essais ensemble. On a fini le bas-relief. J'ai cru que j'allais pleurer. C'était magnifique. Trop Et bien. donc, en fait, hein? Je ne le connaissais pas, il est où lui? William Versace, c'est un artisan qui fait des cuisines et des tables en lave émaillée, qui est à Cagnes-sur-Mer, donc il est pas très loin de chez moi. Et il travaille avec India Madavi, avec plein de designers d'intérieur. Il est exceptionnel. Et en fait, je suis allée le voir en lui disant, je veux faire un bas-relief en lave émaillé, comme un cuivre oxydé et tout. Et en fait, ensemble, on a travaillé beaucoup sur la pièce. Il a l'ouverture d'esprit, alors que c'est un artisan et il fait des cuisines, quoi, il y a d'autres chats à fouetter. Mais l'ouverture d'esprit et l'envie de faire des œuvres d'art, parce que ça n'a rien à voir en termes de temps, de recherche et tout. Donc ouais, c'est bien de connaître des gens comme ça. Bah, c'est ce qui fait aussi la beauté de ça, c'est toutes les rencontres que tu vas faire et qui font que, Mm. au final, tes pièces sont encore mieux. Mais oui. Et ce Alors, côté lâcher prise, c'est important pour moi aussi dans la création, de pouvoir parce que je le faisais avant, d'être contente de sous-traiter des éléments de ma créativité pour les amener vers ailleurs. Ça, je trouve ça super intéressant. je pense que, et après, c'est parce que tu fais aussi confiance, tu fais confiance à la personne à Ouais. qui tu délègues cette partie. Mm. Je pense que tu le ferais pas à tout le monde. Ouais, mais bon, j'ai ce même monsieur, je l'ai en pierre, en bois. En fait, il faut juste donner la chance aux gens de se tromper, c'est pas grave, et de réessayer. Et puis souvent, en fait, ils se trompent pas tant que ça. Et puis même d'erreurs, on peut faire des nouvelles pièces. Je pense que la créativité vient de partout, donc il faut juste savoir rediriger et l'amener, essayer de l'amener vers où on veut aller, quoi. Alors, nous avons une question. Est-ce que tu peux nous révéler ta courbe de monocuisson? J'aimerais aussi cuire la même terre sans émailler, s'il te plaît. Est-ce que tu peux? Alors la courbe de monocuisson, je sais même pas comment. Moi, je fais à l'américaine, c'est-à-dire enfin, je sais pas comment on explique les courbes, mais je fais 10 heures de séchage à moins de 80 degrés parce que j'ai des pièces énormes et qu'il faut que l'eau se casse de là. Donc 10 heures de séchage. Ensuite, une cuisson lente qui va jusqu'à 1200, donc ça prend à peu près 9 heures, mais ça dépend du nombre de pièces et tout. Et après, je laisse refroidir. Donc, je sais même pas comment on fait une courbe de cuisson. J'ai jamais fait ça. Moi, je suis vraiment une autodidacte sauvage, hein.
Mais aux États-Unis, ils cuisent avec les cônes, non? Ouais, ouais, moi j'ai appris comme ça. Donc après, je Cone pense que c'est five. à peu près le même principe. Normalement, en fait, tu arrives à la température finale avec une vitesse. Et Ouais, souvent, les cônes, c'est que c'est une vitesse de 60 degrés par heure. ouais. Ou 150 si tu vas assez vite. Il y a ces deux critères. Non, je fais plutôt doucement, justement. Ouais. Mais le Donc, et après, pré-séchage, c'est super important, encore plus que la. Enfin, de toute façon, nous, on va doucement en cuisson, mais le séchage, c'est très, très important. Moi, je mets les tubes 10 heures, c'est très long, hein. Les céramistes, ici, personne ne fait ça, hein. nous, on n'apprend jamais ça. Tu vois, et en plus, on dit, ah, Ouais, c'est pas bon pour le four et tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant, justement, de confronter les visions des différents pays. ouais. Euh, t'as travaillé dans la mode, tu travailles maintenant dans la céramique. Comme on a dit, il y a des tendances, comme à Valoris, qui ça vient sa part. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a vraiment des tendances qui sont importantes dans la céramique aujourd'hui? Est-ce que tu vois ça comme un roulement et toi-même, limite, tu veux l'anticiper ou pas? Moi, je pense que le monde est une grosse tendance en général. Donc, que ce soit la céramique, le BTP, la couture, la bouffe, on n'est que fait de tendance. Si on tombe à côté, ça marchera pas. Moi, si j'étais pas dans un mood global, je vendrais pas mes pièces. Je le sais. Enfin, je l'ai expérimenté dans la mode. Là, je l'ai vu dans la céramique. Les gens, ils ont un peu envie de la même chose au même moment. Donc, il faut être très ouvert, je pense, à son environnement, son époque, aller faire des expos, aller au spectacle, écoute, tout ce qui est culture, ça nourrit. Et moi, la tendance de la céramique elle-même, je sais pas, parce que j'ai plutôt une vision globale. Je vois que oui, on est en hystérie de céramique depuis 10 ans, et ouais, c'est de partout, depuis 5 ans de façon hardcore. Mais moi, j'irai vers la céramique architecturale parce que c'est mon fantasme et que j'ai envie que ça revienne, d'avoir des façades en céramique sur les buildings et tout. Mais je pense que c'est ma vision à moi. Une personne qui fait des assiettes, elle va raconter autre chose, je pense. Mais bon, moi, je veux des gros trucs en céramique en tout cas. En tout cas, merci pour tous ces conseils. On va Ouais. terminer sur un dernier conseil. Hop. Bon, je ne retrouve plus la question, mais en gros, c'était, toi, tu t'es lancé dans la céramique, tu avais déjà un nom et tu avais déjà une reconnaissance, en fait, une reconnaissance de ton travail. Qu'est-ce que tu conseillerais aux céramistes qui se lancent, voilà, tout seul? Alors, j'avais une reconnaissance dans la mode, mais dans la déco et la céramique, personne ne m'attendait, hein. Moi, je pense qu'il faut, que ce soit dans n'importe quel domaine artistique, il faut trouver son univers et essayer de s'y tenir, pas faire, être dans je dis n'importe quoi, être dans la folie léopard un jour et dans le minimalisme extrême le lendemain. Il faut essayer de définir sa plateforme de marque, on dirait dans la mode, mais son univers créatif et développer et aller en profondeur là-dedans, pas essayer de copier tout le monde et tout, ça sert à rien. Je sais pas, enfin moi, dans tout, je trouve que c'est ça, il faut essayer de se tenir à sa vision et si elle plaît, on le sait assez vite et du coup continuer. Si elle plaît pas, peut-être changer parce que il faut trouver son public si on veut en vivre, ça c'est important. Mais ouais, ça serait le petit conseil et pas avoir peur. Oh, super. Ouais, En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout, Lydia, et bravo, franchement, pour ton boulot, pour cette ouais, merci. reconversion qui est 1000 fois réussie. Au niveau de ton atelier, toi, tu avais repris l'atelier de Roger Capron. Est-ce que, limite, il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut venir visiter ton atelier? Je suis désolée, mais non. En fait, ouais, donc j'ai racheté le vieil atelier de Roger Capron, moi, qui était une ruine, hein, mais du coup, on a retapé. Et on fait des rendez-vous un peu, mais en fait, ça nous dérange beaucoup quand on travaille parce que l'espace, il fait que 100 mètres carrés. Et dès qu'il y a du monde, on peut plus bouger et tout, et on fait vraiment des pièces énormes. Donc, on accueille des clients et des architectes d'intérieur, mais pour l'instant, en fait, et ça va changer parce que je suis en train de prendre un nouveau local, parce on est en claustrophobie générale. Pour l'instant, on n'a pas d'espace de vente où les gens peuvent venir sans déranger toute l'équipe. Donc voilà, ça va venir, vous serez les bienvenus. En tout cas, il faut venir à Valoris en général, plutôt l'été. Mais pour l'instant, c'est un peu chaud.
Bon, mais merci pour tout. De Vraiment, rien. merci pour tous ces conseils. Il y a plein de super commentaires et à très vite et bonne continuation. Ouais, à revoir, Sarah. Bye bye. Bye bye et merci à tous.